on parle beaucoup de data, on parle de big data, on parle de data analyse, de data science, de open data, mais en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et justement, je voulais venir vous présenter un tout petit peu ce que c'est que mon métier. Je suis data analyst, enfin je fais d'autres choses en même temps, mais globalement, c'était pour qu'on puisse discuter de qu'est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux, puisqu'on a vu qu'il y avait pas mal d'enjeux, enfin vous le verrez peut-être demain sur les questions d'open data. Sur les enjeux citoyens, oui, Voilà. les questions citoyennes, tout à fait. Euh, Et on l'a vu un petit peu aujourd'hui dans le cours de la journée avec les questions d'open source et qu'est-ce qu'on fait de la data, comment est-ce qu'elle s'organise, tout ça. Mais on verra ça plus spécifiquement avec toi maintenant. Est-ce qu'on peut se mettre Oui, on va se brancher. en ordre Ah oui, mais non. Je n'ai pas de HDMI. D'accord. Mais c'est pas grave, je peux le faire sans, hein, sinon. C'est bien aussi de faire l'exemple de le faire sans le... C'est bien aussi avec... Est-ce qu'on a un adaptateur quelque part? Parce que, j'ai un VGA, mais pas un HDMI. Ça veut dire que j'ai le truc, truc bleu. Attends, moi, j'ai peut-être ce qu'il te faut, regarde. Tac. Est-ce que la version d'avant, en fait. Ah. Bon, on a ce qu'il faut. Voilà, donc 1 minute de pause. Oh. Ouais. Voilà. Le temps de... Mais sinon, je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Constance. J'ai l'habitude de me présenter comme ingénieuse parce que j'ai fait de la littérature. Et quand on parlait justement du fait qu'il fallait se promener dans les bibliothèques à l'époque avec le chariot pour pouvoir faire des sujets qui aillent dans toutes les disciplines, je travaille sur les monstres dans la littérature médicale, donc je connais bien la glose. C'est un gros problème quand il s'agit de classer les données. Et précisément, j'ai trouvé qu'Internet, c'était génial parce que ça me permettait de rester assise devant mon écran et de ne pas tourner avec mon chariot et mes milliards de bouquins dans toute la BNF et d'attendre parfois que pendant une semaine, on puisse récupérer le livre. Je suis très contente de venir parler ici parce que la cause des femmes dans l'informatique, ça me tient à cœur. Dans la recherche aussi, c'est pas évident. Et dans l'open science, encore plus. Sachant que on est très peu représenté. Et on a une manière un petit peu, enfin personnellement, je considère qu'on a une manière un tout petit peu différente de voir les choses. Sachant qu'en plus, je partais avec un certain handicap. J'étais quand même une littéraire. Et aujourd'hui, je fais de l'analyse de données. Donc évidemment, je ne me battrai pas avec des gens qui font des maths. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes complexes. Donc c'est complexe. Je n'ai pas encore tout compris. Mais globalement, c'est des physiciens et des mathématiciens qui traitent des données avec des modèles. Des modèles qui viennent de la physique. Et voilà, moi, mon propos, en fait, si j'avais envie de vous parler de la donnée, c'est parce que je pars du principe que c'est très opaque et que tous les systèmes qui nous permettent de comprendre et de mettre de l'intelligence autour de la donnée sont souvent très cachés, en fait. Et ça me paraît important, en fait, de revenir sur les processus qui permettent de rajouter de l'intelligence aux données. Mais est-ce que peut-être que ce serait bien de se rappeler de ce que c'est que la data? Alors, on dit que c'est la traduction en anglais, mais ça vient du latin. Et en fait, il y a un petit... si vous vous rappelez de vos déclinaisons, le singulier, c'est datum, et on utilise data. Ça veut dire qu'en fait, on ne parle pas de la donnée, on parle des données. Et en fait, quand on creuse un tout petit peu l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de données brutes. Ou alors, c'est que vous savez faire du code binaire, et donc vous savez interpréter et lire à la volée des 0 et des 1 à la suite. Globalement, tout ce travail-là de création de la donnée, il est extrêmement important quand on veut comprendre l'intelligence et ce qu'on veut dire du monde. En fait, le data scientist d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait parler les données et on n'a pas vraiment conscience des points de départ et des partis pris qui sont faits là-dedans. Donc moi, je vais revenir très bêtement, je vais faire un tout petit point scolaire sur c'est quoi les étapes dans l'acquisition, le traitement de la donnée, à quoi ça nous sert.
et quels sont les enjeux. Mais ça, je laisserai peut-être Jonathan nous embêter un peu avec les questions juridiques et éthiques, parce que c'est quand même beaucoup plus calé que moi. Donc voilà. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de montrer les différentes étapes. Tout simplement, on doit d'abord transformer les données brutes en datasets, donc les organiser. Mais est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on peut avoir comme type de données et comment on peut les utiliser? Est-ce que vous avez des petites idées de type de données? Ça peut être un ensemble de données. Dans le terme technique que qu'on va utiliser en tant qu'informaticien, on va se concentrer sur la forme matérielle. C'est-à-dire, on va dire une donnée, c'est une unité minimale d'information. Donc ça peut être une compétence. Je vais devoir gérer l'écran juste après. Qui est transmissible et qui est figée. Donc en effet, ça peut être une compétence, ça peut être vos mails. L'ensemble de vos mails, ça peut être le capteur de température, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Plein de choses en fait, on en a partout. En plus on est dans une société qui a tendance à vouloir mesurer, donc maintenant vous avez les petits bracelets qui permettent de calculer votre battement cardiaque, vous avez des systèmes qui permettent de gérer les lumières, vous avez des maisons intelligentes, vous avez plein de choses qui font qu'on a une tendance à mesurer et donc avoir de la donnée partout. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'organise. Surtout, il faut savoir qu'à partir du moment où on considère la donnée, on la considère dans la manière dont on va l'utiliser. Donc là, je vais juste faire une mini pause technique pour essayer de vous montrer un truc. Et si vous avez déjà des questions, je suis preneuse. Je rallume, oui c'est bon. Donc voilà, c'était ma jolie petite présentation, voilà, c'était la data dans tous les états. Moi j'ai fait un joli PowerPoint. Non, pas très joli, vous allez voir pourquoi. Mais globalement, c'était sur la définition de la donnée. On va regarder ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on s'en sert, les enjeux. Je vais vous donner quelques cas d'usage et d'exemples que je maîtrise moi. Après, on pourra parler de ce qu'on en fait en entreprise et dans la recherche, c'est très important aujourd'hui. Et évidemment, je prendrai vos questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire un atelier, mais si vous êtes preneur, on peut prendre n'importe quel dataset et voir exactement ce qu'on peut en faire. Voilà, moi je voulais me présenter, je me suis présentée. Voilà. Donc, c'était sur la donnée. En fait, en général, on distingue en informatique le type de données, la source et la provenance. La source et la provenance, c'est extrêmement important parce qu'en fonction de l'endroit où elle a été faite et elle a été produite, ça va vraiment changer la manière dont on la considère. Le format, par exemple, ça peut être un bête fichier Excel, ça peut être un mail, ça peut être une page HTML, ça peut être un site en entier, ça peut être des données de capteurs, donc ce fameux signal. Et évidemment, quand on parle de big data, alors on en parle tout le temps, à toutes les sauces, il faut savoir juste d'un point de vue pratique, je pense que 75% du temps, on n'a pas d'enjeu big data. Le moment où on parle de big data, c'est quand on a collecté tellement d'informations que les méthodes qu'on utilise ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que si je pique dans mes 175 millions de tweets, j'en prends un, je ne vais pas être capable de comprendre ce qui se passe avec ce tweet-là, et je ne vais pas être capable d'appliquer les mêmes méthodes pour trouver de l'intelligence dedans que si j'ai 20 tweets
ça va devenir compliqué, on va appliquer d'autres méthodes, donc d'autres méthodes de stockage, d'autres méthodes de traitement. En fait, on qualifie souvent, enfin d'un point de vue informaticien, on qualifie la donnée en fonction de ces 3 voire 4 critères. Donc le type, ça correspond aussi en informatique au type de données. J'ai un langage de programmation, donc je suis ingénieure informaticienne. On a une manière de représenter la donnée dans l'ordinateur, qu'on appelle un type. Donc si jamais vous avez envie d'apprendre à programmer, vous vous retrouverez toujours avec cette question de est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est un chiffre, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux, etc. Donc voilà, sur les formats, c'est le gros problème qu'on a dans mon travail, mais je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc voilà, on va rapidement passer sur le pourquoi faire. Je pense que vous savez tous à peu près pourquoi on utilise de la donnée, mais globalement, il y a beaucoup de secteurs et de métiers qui sont impactés par la donnée. J'en citerai que quelques-uns dans lesquels j'ai un petit peu traîné, qui sont la veille, la communication, le marketing. Ça permet, par exemple, d'augmenter ses ventes aussi. Si on connaît son client, il y a plus de chances pour qu'on arrive à lui vendre mieux. Évidemment, ça marche aussi dans la science. Mais globalement, je vous ai mis des mots-clés qu'on voit souvent, en fait, qui sont reliés avec la donnée, le return on investment, le profiling, le targeting et le retargeting, c'est-à-dire on prend une cible et on essaye de la faire arriver à son objectif. On peut aussi optimiser. Par exemple, je vous parlais des capteurs de données de température. On peut par exemple faire des économies d'énergie, simplement, en relevant la température d'un data center, par exemple, qui chauffe, ou de votre cuisine, et de se dire, je change le système de ventilation en fonction de la variation de température. Il y a évidemment énormément d'applications, dont vous connaissez sans doute plein d'exemples, notamment par exemple en santé. On s'en sert beaucoup pour être capable de trouver des nouvelles solutions pour le cancer, par exemple. On s'en sert aussi pour savoir quels sont les médicaments qui marchent le mieux. On s'en sert en sciences pour découvrir quelles sont par exemple, les hypothèses qu'on n'avait pas essayées. Enfin bref, on s'en sert un peu partout. Mais on va revenir sur les enjeux et sur ce qu'on en fait juste après. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer en fait exactement comment est-ce qu'on traite la donnée avec toutes les étapes. Et on va voir qu'à toutes les étapes, il y a des enjeux qu'on cache souvent et qui sont souvent opaques. En fait, la première étape, comme je vous l'avais dit, on a ces données brutes ou à moitié brutes qu'il faut réunir, qu'il faut collecter. C'est ce qu'on appelle le data mining. En fait, le principe, c'est de constituer des datasets. Donc, se dire, j'ai un tweet, ça ne me dit rien. Par contre, j'en ai 200 000, ça commence à l'organisation même de l'information et la réunion de l'information, c'est déjà quelque chose. Donc, cette pratique-là, c'est 95% du temps de travail d'un data scientist, c'est de se dire comment est-ce que je récupère ces données et ensuite, comment est-ce que je les organise. Ça, on a un autre gros mot pour ça, on appelle ça le data management. J'ai mis un petit symbole qu'on retrouve en informatique qui est une base de données. Ça a l'air de rien, mais c'est le moment un peu crucial de comment est-ce qu'on classe, on organise les données. Et on voit qu'il y a des grosses questions dans le big data sur justement la manière de stocker et d'accéder aux données. Donc ça, c'est 90% du travail du data scientist. C'est-à-dire que je vais récupérer des données de plein d'endroits différents, je vais les stocker, et comment est-ce que je peux les stocker de manière efficace pour répondre à mes questions. On se rend compte que dans la manière d'accéder aux données, par exemple, je vais aller récupérer les données d'un site web qui ne m'appartient pas. Il faut que je sache quelles sont les informations que je veux récupérer de ce site. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui sont les contributeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, combien de fois ils ont voté. La manière même dont je vais programmer mon petit robot pour aller extraire les données, c'est déjà un point important parce qu'il oriente fortement la manière dont on va faire de l'analyse ensuite. Donc c'est pareil sur le mode de stockage. On se rend compte qu'en fonction de la manière dont vous représentez et vous stockez les données, vous pouvez les stocker de manière différente. Le truc qu'on connaît le mieux, c'est le fichier Excel, donc les données tabulaires. Mais il y a plein de manières autres de stocker des données. On peut les faire en arbre, on peut les faire en graphe. Il y a plein de manières d'accéder à cette donnée. Et en général, on le fait en pensant à la suite.
Donc ensuite, je vais utiliser encore un gros mot qui mériterait d'être défini, mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui. Je pense que vous verrez ça avec... je crois que c'est jeudi, à peu près. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est du calcul, parce qu'un ordinateur, ça traite de la donnée et ça calcule. Mais globalement, c'est toute cette partie-là est encore plus opaque, qui est trier, classer, ordonner, émettre des hypothèses et voir si ça correspond au résultat qu'on attend. C'est là aussi où on voit que c'est souvent problématique. Et ensuite, vous avez le moment où il faut montrer les résultats pour pouvoir le communiquer, pour que les résultats que vous avez eus et ce que vous avez su du monde qui nous entoure à partir des données parlent aux gens, et que vous puissiez aussi voir ce qui, par exemple, ne va pas dans vos données. Donc c'est un cycle itératif où on se rend compte que, par exemple, je n'ai pas exactement les données que je voulais, donc je vais être obligé soit de refaire mon traitement, ma collecte, soit de voir comment est-ce que je peux les organiser mieux pour que ça soit plus facile à accéder, soit réémettre mes hypothèses et refaire mon travail de chercheur. Voilà. Donc ça, c'est le process de la donnée. Évidemment, elles sont dans des états différents en fonction. Ça, c'est juste pour faire le lien avec mon titre. Voilà. Donc voilà. Évidemment, il y a plein d'enjeux. Donc oui, il y a plein d'enjeux énormes. Mais moi, je considère que, si je suis venue vous voir ici, c'est parce que je considère que, précisément, il faut éduquer les gens à ce que c'est que la donnée, à ce que sont les traitements de données, et comment est-ce qu'on apprend à les manipuler pour être conscient des enjeux, précisément. De se dire, c'est en faisant qu'on finit par se rendre compte de quel est le savoir qu'on va mettre en œuvre à ce moment-là. Et évidemment, ça passe par une de mes autres activités, qui est, j'interviens dans une association qui s'appelle Hack Your PhD, et qui permet de faire de la pédagogie, de qu'est-ce que c'est que la data science, comment est-ce qu'on la fait ensemble, quelles sont les méthodes qu'on utilise, et on organise notamment des ateliers pour apprendre à programmer, parce qu'on considère que tous les gens qui font ne serait-ce que de la recherche ou qui sont curieux de leur environnement doivent apprendre à maîtriser les données et de savoir les faire parler. Évidemment, je donne aussi des cours de data science dans un autre système qui s'appelle Hack in Science et qui propose une semaine de formation intensive au traitement de données et à la data science en Python. Donc c'est le petit sigle à côté. Et évidemment, je milite pour l'open source, parce que c'est aussi important de savoir quels sont les outils qu'on utilise, de pouvoir les ouvrir, de la même manière qu'il est important de savoir les ingrédients qu'on mixe et comment est-ce qu'on les mixe. Sinon, on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas reproductibles, qui ne sont pas lisibles, et on ne peut pas forcément voir quelles ont été les erreurs qui ont été dedans ou ce que ça veut dire exactement. Voilà, donc open source, ça c'est le petit symbole de l'open data. Donc les enjeux, ils sont vraiment multiples. Vous avez des enjeux pédagogiques, comment est-ce qu'on apprend à faire de la data science? Je vous ai dit, moi je faisais de la littérature. J'ai appris à programmer il y a à peu près 7 ans. Maintenant je commence à peu près à comprendre comment ça marche. Et c'est comment est-ce qu'on transfère les compétences entre différentes disciplines. Précisément, venant de littérature, me confrontant avec des gens qui font des maths et de l'informatique, c'est pas forcément évident de parler du même langage. Donc comment est-ce qu'on construit ce langage et ces processus pour faire de la science ensemble. Il y a évidemment des enjeux commerciaux très très forts. Et ça, on en a un petit peu parlé, on pourra en reparler après. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi... je suis toujours curieuse de savoir pourquoi les gens sont fascinés par la donnée. Moi, je vois souvent que c'est plutôt un traitement les mains dans le cambouis, comme on dit, de traiter, remâcher la donnée pour essayer de la faire parler. Je vois pas du tout de la magie dedans, en fait. Je pars du principe qu'il n'y a pas de magie, il y a beaucoup de travail. Il y a évidemment des enjeux éthiques. Par exemple, quand vous-même vous voulez utiliser les données, vous avez un site web, vous voulez savoir comment votre visiteur se promène dessus et va finir par acheter, vous êtes censé être transparent sur la manière dont vous les utilisez. Vous garantissez évidemment que ces données-là ne serviront pas à d'autres personnes. Et vous êtes censé, dans le processus légal en France, vous êtes censé déclarer à la CNIL non seulement les données que vous avez,
typiquement les adresses mail, les noms, prénoms, âge, poids ou je ne sais pas quoi. Mais les traitements, vous devez aussi être capable de dire à la CNIL, je stocke telle donnée de manière sécurisée et je fais tel traitement. Il y a évidemment des enjeux scientifiques très forts. Et là, je peux vous en parler plus particulièrement, puisque ça fait 3 ans que je travaille dans le monde de la recherche. Je travaille au CNRS, mais j'ai travaillé en université juste avant. Et précisément, on se sert de la donnée pour comprendre la science, comprendre comment elle marche, et notamment, par exemple, les controverses sociotechniques. Ce qu'on appelle les controverses sociotechniques, c'est des grands mots pour dire le public et les scientifiques réfléchissent sur des sujets qui concernent tout le monde. Donc comment est-ce qu'on ouvre ces questions? Comment est-ce qu'on réfléchit par exemple ensemble sur le réchauffement climatique, en sachant que chacun a son idée, mais qu'il faut être capable de se positionner là-dessus et de savoir exactement quels sont les enjeux. Évidemment, il y a des aspects techniques très forts. Je vous ai passé les petits points sur je pourrais vous montrer après exactement les modules que j'utilise, mais globalement, il y a tout un aspect technique de stockage de données. Vous avez sans doute entendu parler du SQL, du NoSQL, de tous les enjeux techniques dont relève la big data, par exemple, ou la donnée tout simplement. Il y a des enjeux politiques, parce que je vais paraphraser Matei, mais tout est politique. Et globalement, je pense que vous allez voir ça dans le détail demain. Mais évidemment, il y a des enjeux politiques très forts sur comment est-ce qu'on utilise les données et qu'est-ce qu'on veut leur faire dire sur la société, sur le monde qui nous entoure, et plus bêtement, par exemple, sur comment faire acheter plus à mon client. Évidemment, il y a des aspects légaux, mais ça, je laisserai Jonathan poser ces questions juste après. Non? Non? Tu n'as pas envie? Voilà, en fait, on parlait d'un changement de paradigme. Comme on mesure tout, on a un accès à la connaissance qui est totalement différent. Et il faut se poser les bonnes questions. Et surtout, en fait, il faut être conscient de toute la phase de traitement de ces petits travailleurs invisibles qui vous donnent des jolis dashboards et qui ne vous montrent pas forcément exactement comment ils ont fait leurs études. Voilà, je peux vous donner quelques exemples. Je vais être rapide parce que je ne veux pas que ça se transforme en autopromotion, surtout que ce n'est pas forcément extrêmement brillant. Et en plus, c'est en franglais. Donc en fait, je vous explique juste avant de rentrer dans la recherche, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour des agences de veille. Le concept d'e-veille a émergé à ce moment-là. Et pour de l'e-marketing, c'est-à-dire, c'est des agences qui ont besoin de savoir, qui ont par exemple des marques dont elles s'occupent. Elles veulent savoir comment est-ce que les gens perçoivent leurs marques. Et donc moi, mon travail, c'était de faire des études. Et au fur et à mesure, comme j'en avais assez de le faire à la main, j'ai appris à programmer. Parce que c'était quand même plus facile de le faire avec un ordinateur quand on a par exemple 60 000 tweets ou 60 000 posts à traiter par jour. Donc l'idée, c'était de pouvoir trouver des systèmes et créer des systèmes qui filtrent et qui extraient l'information pertinente. Vous imaginez, si vous avez un sujet comme quelle est la perception que les Français ont de la viande rouge, il faut pouvoir trouver un système qui me permette de récupérer l'information du web, qualifier les différentes sources et les classer. Donc ça implique le travail que je vous ai montré juste avant, qui est la collecte et le stockage des données, bien en amont du traitement qu'on va en faire. C'est créer des datasets qui sont qualifiés. Et évidemment, c'était en partie de l'intégrer dans les systèmes d'information des agences en question. Ça, c'était un de mes travaux. Ensuite, il y a, par exemple, pour l'e-marketing, imaginez vous êtes une agence événementielle, vous avez besoin de savoir quel a été le retour sur votre événement, vous avez mis tant d'argent, vous voulez savoir si c'était rentable ou pas. Et ben en fait, il faut trouver un système qui permette de noter et de se dire quelle est la valeur que j'accorde à l'activité que les gens ont sur Internet, par exemple. Combien de fois qu'on parle de mon entreprise ou on parle de mon événement. Et pour ça, il faut constituer des KPI, pour parler pour parler anglais, des indicateurs de performance clés. Voilà. Et évidemment, ça passe aussi par le fait d'envoyer des rapports et des alertes. Ça a l'air de rien, mais c'est très compliqué.
Imaginez, vous êtes Erta et vous avez un problème avec un steak haché qui est pas... il y a un petit peu de listériose dedans, c'est problématique. Il y a intérêt à ce que les systèmes de rapport et d'alerte marchent bien, histoire que tout le système sanitaire puisse se mettre en route et qu'on puisse enlever les steaks hachés du... Je parle de ça parce que j'ai travaillé pour Interbev, qui gérait tous les systèmes toute l'information sur la viande rouge. Vaste sujet. Donc évidemment, ça passe par tous les types de sources dont on a parlé, les différents formats. Par exemple, j'ai créé un système qui me permettait de récupérer toutes les vidéos sur Dailymotion et sur YouTube. Bon, c'est pas très légal, mais ça marchait bien. Pareil avec les images. Les sites web, les blogs et les forums ont fait l'objet d'un développement spécifique qui était ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qui est compliqué, qui est un crawler web, un système qui permet d'aller collecter de l'information sur le web de manière qualifiée. Et évidemment, les réseaux sociaux, en fonction des modes. Évidemment, si vous avez un jour envie de faire un premier test, la chose la plus facile, c'est d'aller récupérer les informations sur Twitter et de regarder ce que vous pouvez en faire. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, c'est très simple, c'est les conseils et études de marché. On s'est amusé, par exemple, à faire un petit test avec mes étudiants. On voulait regarder, à partir des recettes de cuisine, est-ce qu'on pouvait détecter les familles de goût. Il se trouve que c'est un sujet qui a déjà été fait avec la cuisine indienne. On s'est rendu compte que la cuisine indienne était particulière parce que elle mélangeait des goûts qui étaient beaucoup de sucré salé. Et donc on a essayé de regarder s'il y avait une spécialité de la cuisine française à travers l'extraction de 28 000 recettes. Le résultat, c'est qu'on voit vraiment du sucré et du salé d'un côté et de l'autre. On voit un graphe là qui donne les ingrédients et on voit bien les deux pôles sucré-salé. On voit qu'on ne mélange pas trop. Donc ça serait pareil avec des compétences en entreprise. On pourrait très bien s'amuser à aller récupérer des informations sur comment les gens se définissent et voir s'il y a des compétences clés qui sont rattachées les unes avec les autres. Évidemment, il y avait aussi des questions de santé. Il faut me dire si je suis trop longue, hein, parce que quand je suis partie. Là, l'idée, c'était est-ce qu'on peut qualifier la santé des Français, quelles sont leurs préoccupations majeures. Et on était parti sur une hypothèse qui n'a pas marché, qui était est-ce que les gens vont parler sur les forums de leurs médicaments et éventuellement des effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Et en fait, on se rend compte que les gens sur Internet, quand ils parlent sur les forums, ils ne parlent pas en général du médicament qu'ils utilisent, mais des symptômes. Et précisément, ça nous a permis de voir qu'il y avait une grosse proportion de recommandations sur l'utilisation de l'homéopathie, puisqu'en fait, ça s'accordait vachement mieux avec l'idée de symptômes, solutions, plutôt que le fait d'avoir le médicament lui-même, où on n'a pas forcément les indications chimiques dedans. Pareil, on s'est fait une petite expérience sur la participation politique dans un événement particulier, qui était le projet de loi sur la République numérique. Vous en avez sans doute entendu parler. On a organisé un petit hackathon. Et l'idée, c'était de savoir, sur la question de l'open science, il y avait un débat entre les chercheurs, les éditeurs et la communauté en général sur l'ouverture des données publiques, l'ouverture des données de la science au grand public et les différents modes d'accès. Je pense que vous verrez ça aussi peut-être jeudi ou demain. Mais globalement, l'idée, c'était de comment est-ce qu'on qualifie le débat. Et ça passe par exemple par l'extraction du site de consultation, regarder comment est-ce que les gens ont interagi et savoir s'ils sont reliés les uns avec les autres. Donc là, on voit une espèce de pieuvre bizarre, mais globalement, on voit bien le résultat qu'on a obtenu. C'est ici, vous avez les pro-ouvertures, si on va simplifier, en disant c'est plutôt les scientifiques, les chercheurs qui sont impliqués et qui disent qu'il y a vraiment un intérêt à ouvrir ces données. Et de l'autre, plutôt les éditeurs qui disent non, on est en train de perdre notre système classique. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Sur la question de l'open science, moi je milite pour l'open data science, c'est-à-dire il faut ouvrir les processus qui permettent de comprendre les données et de comprendre la science. J'ai travaillé 3 ans là-dessus, en fait, c'est sur comment est-ce qu'on fait pour analyser la production scientifique. Donc ça passe évidemment par le data mining et le data management, qui est extraire des datasets de sources multiples. Ça peut être des archives de mails. Par exemple, vous avez
mailing list spécialisée pour les chercheurs, c'est par là que ça a commencé un petit peu Internet. Les articles de presse, comment le public comprend la science et comprend les enjeux de la science aujourd'hui. Par exemple, la disparition des abeilles, c'est un sujet qui intéresse beaucoup le public et dont les chercheurs discutent beaucoup. Et ensuite, les publications scientifiques classiques, les bases de données qui sont soit ouvertes, soit semi-ouvertes, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, la question c'était comment est-ce qu'on les organise en plusieurs facettes. Et vous avez le droit de me couper aussi si vous avez des questions particulières là-dessus, parce que ça fait long. L'idée c'est donc de les organiser pour par exemple faire ce qu'on appelle des cartographies socio-sémantiques. Ici vous voyez une organisation un joli petit dessin avec des bulles qui montre en fait comment les sujets sont reliés avec les personnes, par exemple des chercheurs. Il y a des effets de chapelle et des effets de religion qui fait que quand vous allez vous exprimer sur un sujet, vous allez l'exprimer comme dans votre communauté. Donc en fait, on voit que sur la question du réchauffement climatique, on voit plusieurs chapelles et plusieurs manières de traiter le sujet. On peut aussi analyser, par exemple, une discipline. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une très jolie mode de visualisation qui permet de voir l'évolution d'un domaine scientifique au fur et à mesure du temps. On voit qu'il commence par certains mots-clés et qu'au fur et à mesure, ça peut se spécifier ou se réunir. Par exemple, en biologie, en génétique, on a remarqué qu'il y avait eu des naissances de nouvelles sous-disciplines à l'intérieur et des réunions de disciplines connexes. Donc on voit l'évolution de la science aussi. On sait que c'est une question d'homme et que c'est une question de sujet et d'environnement, mais ça permet par exemple de visualiser ces choses-là. Voilà. Et maintenant, en fait, on peut reparler des enjeux et je suis ouverte à vos questions, à vous. Merci beaucoup pour cette présentation, Constance. Voilà, ça vient compléter cette journée qui traitait de l'impact de l'open sur le travail, l'emploi, l'entrepreneuriat. Là, tu nous as fait une belle exposition de ce qu'était l'open data et on peut aisément envisager la façon dont on peut se saisir justement des données ouvertes pour capitaliser dessus, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue économique, entrepreneurial, quelconque. À votre tour, est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des questions ? Super, Marie. Moi, j'avais deux questions. Premièrement, est-ce que tu as déjà bossé avec des data journalistes ou plus largement des journalistes ? Ouais. Et puis, comment ça s'est passé ? Et la deuxième question, c'était quand tu donnais tout à l'heure l'exemple de faire un espèce de sondage, par exemple, sur quelle est l'opinion des Français sur la viande rouge, je crois que tu as donné comme exemple quelque chose comme ça. Du coup, vous mettez au point des outils pour analyser des grandes quantités de données, mais est-ce que c'est l'humain qui sélectionne les sources qui vont être analysées ? Par exemple, on va analyser telle ou telle revue ou tel site, ou est-ce que l'algorithme analyse tout et ensuite comment est-ce que on trie la qualité des données qui sont fournies à l'outil ? Donc, pour résumer la question, c'est une question de comment est-ce qu'on collecte les données en amont, c'est ça, sur les sources. En fait, j'ai envie de répondre les deux, mais en général. Il y a la question des sources, soit on peut les sélectionner, soit on a des systèmes un peu plus compliqués qui vont se greffer, par exemple, sur des moteurs de recherche existants et qui vont aller collecter de l'information dynamiquement en disant la seule règle, c'est qu'il y ait, par exemple, le mot-clé ou l'expression de recherche qui soit dedans. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ça peut être soit en amont l'humain, soit un outil supplémentaire qu'on ajoute... Mais la question me permet de rebondir sur une autre qui est la manière dont on pose la question est particulière aussi. En veille, par exemple, ou dans les agences de conseil, on va se concentrer sur un panel de sources particulier. La difficulté dans le web, par exemple, c'est que le périmètre, on ne le connaît pas. Personne ne sait combien il y a de pages exactes sur Internet. Et on ne sait jamais s'il manque des sources. Donc en fait, on active toujours deux systèmes différents. C'est à la fois un panel de sources qu'on a défini au début, et ensuite le système de découverte qui permet de dire sur ce sujet-là, on a remarqué qu'il y avait plusieurs sources qui remontaient. Voilà. D'accord. Et du coup, la première partie, sur ton expérience avec des journalistes, si tu as déjà bossé avec, comment ça s'est passé ? Alors, c'est souvent
On n'a pas forcément les mêmes perspectives, dans le sens où ça va être par exemple eux plus orientés sur un événement. Et évidemment, il y a une lecture qui est un tout petit peu différente. Mais pas grand-chose à dire sur le fait que c'est à peu près les mêmes enjeux que de travailler avec, entre des ingénieurs, des chercheurs ou avec des étudiants. Il faut juste être conscient de chacun de ces enjeux, de ces objectifs, et de faire du transfert de compétences dans les deux sens. C'est-à-dire s'assurer que les traitements qu'on fait sont clairs pour la personne en face et que les objectifs et la théorie qui est derrière est transparente pour l'ingénieur. Merci. Et tu t'es formée de quelle manière? Si j'ai bien compris, tu as commencé par la littérature. Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis rentrée après l'histoire de la bibliothèque où je pense que vous me voyez bien harnacher avec mon chariot en train de faire le tour. Il se trouve que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de sources ouvertes et que je suis passionnée par Wikipédia. Et je suis rentrée dans un master un peu particulier qui n'existe plus, mais c'est dans un centre, ça s'appelait le Centre de recherche interdisciplinaire. Et là, on avait plusieurs personnes autour de la table qui avaient des disciplines différentes. On avait un spécialiste de l'histoire de l'art, un mathématicien spécialiste de la monnaie, un ingénieur réseau, un sociologue. Et en fait, notre master consistait uniquement à aller discuter autour de la table avec toutes ces personnes avec des backgrounds différents. Et au final, on s'est rendu compte que si on voulait faire des projets ensemble, on avait intérêt à apprendre à programmer. Donc on a créé un petit hackerspace, enfin on appelait ça nous pas un Fab Lab, un Hack Lab, puisqu'en fait on apprenait à programmer ensemble. Et au fur et à mesure, j'ai appris comme ça, je me suis formée comme ça. Voilà. Donc ça dépend beaucoup des rencontres, mais précisément c'est pour ça que je dis venez à Cure PhD par exemple, parce que ces sessions-là de code, elles sont utiles pour se créer une communauté et travailler sur des projets communs. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, c'est chouette. C'est très chouette. Sinon, je ne serais pas là en train de vous en parler. Je serais avec des petites larmes dans les yeux. Voilà, non, je recommande. C'est très chouette. C'est surtout une expérience fabuleuse de se dire qu'on vient d'un endroit différent et qu'on arrive à donner un peu de l'âme de sa discipline dans une autre. Voilà. Bonsoir, j'ai une question concernant le stockage de toutes ces données, à savoir que j'ai eu l'occasion d'accompagner EDF pour visiter un centre data à côté de Londres et j'étais impressionnée par le dispositif pour gérer la climatisation, gérer on va dire un système de générateur s'il y avait une panne électrique. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, voilà, on collecte toutes ces informations. Mais le jour où il y a un bug, il y a quelque chose qui fait qu'on perd toutes ces données. Est-ce qu'il y a un système de récupération ou aussi demain il y a un incendie ou autre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes ces entreprises aujourd'hui collectent ces informations qui sont précieuses, ça a de la valeur. Donc avant on avait un livre, on en prenait des notes. Aujourd'hui tout est centralisé sur iCloud ou d'autres systèmes, on va dire, comme les centres data. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors à plusieurs niveaux, déjà il y a des systèmes de sécurité assez bien faits qui permettent par exemple de répliquer la donnée un peu partout. C'est justement pas centralisé. Mais je pense que vous êtes allé dans le No Man's Land à côté de Londres, qui est très connu parce que précisément on n'a pas d'idée du statut légal de cet endroit. Donc il y a des systèmes de sécurité qui en cas d'incendie par exemple vont... Après Jonathan. qui vont faire ça. Ensuite c'est vrai que si jamais on perd les données, on perd les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément mais il y a énormément de processus de sécurité qui sont mis en place. Toute la question, c'est justement, on fait en sorte que ça ne soit pas centralisé. C'est le début d'Internet est venu comme ça, en fait. C'est de dire comment est-ce que je peux transférer des données d'un point à l'autre. Si jamais il y a une bombe ou il y a un incendie, il faut que ces données puissent être envoyées à l'autre bout des États-Unis en un rien de temps. Et donc, on a justement un système décentralisé qui permet en cas d'attaque, de répliquer sur tout le système ou de le faire transférer par un autre chemin. D'accord. Une deuxième question concernant le bien-être en entreprise.
Aujourd'hui, je suis Chief Happiness Officer et je vois de plus en plus d'applications et de plateformes qui sont créées dans le but de prendre soin du salarié, de le suivre un peu au quotidien, savoir comment il se sent aujourd'hui et de voir l'évolution, etc. Et du coup, ce sont des données qui vont être encore récupérées quelque part sur des plateformes. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger pour qu'un jour l'entreprise puisse se retourner contre ce salarié qui, parce que il y a des jours, il est performant, il y a des jours, il l'est moins parce qu'il y a des accidents de la vie, parce qu'on n'est pas toujours au top. Et du coup, est-ce que ce data qui, d'un côté, est en émergence et voilà, il nous donne des informations, des outils à l'instant T, on est dans cette instantanéité, mais est-ce qu'en même temps, ça peut pas se retourner contre l'humain? Globalement, oui et non, en fait. Ça dépend de comment est-ce qu'on... Enfin, il faut être conscient précisément, le fait d'ouvrir les processus, c'est aussi être conscient de ce qu'on peut en faire de bien et ce qu'on peut en faire de mal. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution, j'avais un souvenir d'un film de science-fiction où la personne avait trouvé un moyen de récupérer de sauver les gens qui avaient une paralysie. Mais il le faisait mal dans le sens où il allait prendre des gens qu'il considérait comme non utiles à la société pour prélever la pommelle épinière de ces gens-là. Et la conclusion, c'était il voulait faire le bien, mais il l'a fait mal. Ouais. Et en fait, on n'a jamais de... Enfin, je ne vais pas vous garantir que oui, ça va bien se passer. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il faut être... C'est précisément pour ça que je milite pour ouvrir les processus. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que ça peut faire de bien et ce que ça peut faire de mal. D'où le fait que c'est important d'avoir des endroits ouverts où on puisse discuter à plusieurs disciplines des enjeux du traitement de données. Oui, la question, ce qui se pose, c'est qui va le gérer, qui va donner un système de contrôle, jusqu'où on peut aller en fait. Parce qu'aujourd'hui, si tout est ouvert, c'est libre cours à tous les abus. On ne va pas militer pour l'ouverture de toutes les données, n'importe lesquelles. C'est précisément, il y a tout un enjeu par exemple, sur l'anonymisation des données, sur les données de santé. Les données de santé, elles ne sont pas ouvertes en tant que telles. Il y a certaines... il y a des procédures très strictes pour ne pas justement avoir ce genre d'informations et que ça tombe dans de mauvaises mains. Après, je ne peux pas me prononcer sur l'usage que je ne connais pas en fait. Je pars du principe que je vais les utiliser correctement et que je vais suivre la loi. Voilà. Une question brève pour passer le micro rapidement. Dans votre présentation au point quoi faire, Data Science, vous utilisez le verbe calculer. J'aurais attendu plutôt exploiter. Est-ce que c'est uniquement un traitement quantitatif? Non, pas du tout. Il y a aussi un traitement qualitatif. Et je vais corriger, parce que je pense que j'ai fait une mauvaise traduction. C'était compute. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Roxandra, donc voilà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très bien, je ne suis pas du tout du domaine, donc c'est très intéressant de comprendre un peu mieux comment ça marche. J'avais une question sur le stockage des données, effectivement. J'ai en revanche des gens de ma famille qui sont tout à fait dans le domaine, donc j'ai entendu parler. Et moi, je trouve que ça fait un peu peur, toutes ces données qu'on stocke partout, en doublon, dans tous les pays du monde, qu'on doit faire, on doit utiliser de l'électricité pour les climatiser, que ce soit bien, c'est stocké dans des endroits, ça prend de la place, ça doit être hyper moche parce que j'imagine qu'on ouvre les portes et c'est juste des espèces de... J'en ai jamais visité, donc j'imagine juste ça doit être des espèces de stockage qui sont moches, que personne n'a envie de voir. Et je me dis, est-ce que ça... Et en plus, Internet, vous l'avez dit, on ne sait pas combien il y a de pages sur Internet, tout le monde met tout. Et du coup, en fait, on doit stocker de plus en plus. Et je me dis, vous qui êtes plus dans le domaine que moi, comment est-ce que vous voyez ça déjà? Et est-ce que vous dites non, pas du tout, c'est rien du tout le stockage, c'est une peur qui est un peu naïve? Ou alors est-ce que les gens commencent à réfléchir un peu, à essayer de stocker, de limiter les stockages, de prendre en compte la consommation énergétique que ça produit, etc. quoi. Alors justement, pour moi, ça passe aussi par la prise de conscience. Si on caricature très fort, faire une requête sur Google, c'est l'équivalent d'un cycle de machine à laver. Si on regarde, si vraiment ça devait fonctionner de cette manière-là, ils se promènent sur tous les... j'ai tendance à dire que Internet, c'est un système physique aussi, que c'est des câbles avec des serveurs qui sont connectés à l'électricité et qui fonctionnent 24 heures sur 24. Après, il faut savoir qu'il faut se rassurer. En général, les données qu'on utilise en entreprise, par exemple, elles ne sont pas stockées partout dans le monde. Elles ne sont pas répliquées partout.
Ils essayent quand même, ça coûte cher quand même. Même si le prix a tendance à décroître, ça coûte cher de stocker de la donnée inutile. Mais je vais retourner la proposition en disant on a un autre problème, c'est pour la mémoire prochaine. Tout ce qui s'est passé entre les années 90 et aujourd'hui, on les a pas forcément stockés. Donc ça veut dire qu'on a une génération qui va être sans mémoire de ce qui s'est passé. Et évidemment, il y a des green tech qui se développent pour comment est-ce qu'on fait pour réduire l'empreinte écologique de Internet. C'est absolument faramineux. Moi, je fais juste attention, par exemple, à ne pas refaire 30 milliards de fois une requête sur Google, par exemple. Et après, vous avez des systèmes intelligents qui permettent de gérer les données, par exemple en coupant l'électricité à certains moments. C'est le fameux concept de l'écologie numérique.